Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir bravé les frimas de janvier pour nous rejoindre et pour venir vous renseigner sur les formations du département Marc que je représente aujourd'hui. Je suis entourée de deux jeunes, mais néanmoins anciens élèves, qui vous rencontreront eux-mêmes qui ils sont et quel est aujourd'hui leur parcours. On vous propose une présentation déjà pendant... on va essayer de tenir en moins d'une demi-heure pour évoquer ce qu'est la formation au sein du département Marc. Et à la suite de cela, vous pourrez poser vos questions et on tâchera de vous répondre le mieux possible. Voilà. Alors peut-être déjà, je vais allumer l'écran, ce que j'avais oublié de faire, pour vous présenter en quelques mots, merci beaucoup, là où vous êtes. Le CELSA, c'est une grande école au sein de l'université, au sein de Sorbonne Université. Nous sommes rattachés plus précisément à la faculté des lettres de la Sorbonne. Et c'est pour cela, et nous sommes une grande école délocalisée sur Neuilly, comme vous avez pu le constater en venant jusqu'ici, probablement par la ligne 3 et ses vertus. Alors, au CELSA, vous avez deux écoles, en fait, l'école de journalisme et l'école de communication. La journée porte ouverte et concerne les deux écoles, et là, vous êtes pour l'école de communication qui propose différents parcours, dont un parcours dédié à la marque et aux questions de la marque, aux enseignements qui touchent à la marque, à la communication dans le domaine marchand, à la publicité, avec bien sûr ces évolutions dans différents espaces, que ce soit sur le numérique comme dans la vie physique ou dans les médias traditionnels. Donc le département marque, c'est aujourd'hui plusieurs masters qui sont proposés. Un master marque et branding, un master marque et publicité et un master en apprentissage, innovation, création, lié au métier de la communication marchande. D'accord ? Ce parcours se déroule pour ceux qui intègrent en troisième année de licence sur 3 ans. Donc on propose une licence 3, un master 1 et un master 2. En licence 3, on est dans le département marque, mais on passe beaucoup de temps avec les autres parcours de l'école de communication, entreprise, institution, magistère, RH, etc. D'accord ? Donc il y a beaucoup d'enseignements qui sont fédérés au niveau de la licence 3, beaucoup d'enseignements théoriques dans cette première année au CELSA. Ensuite, on va poursuivre en Master 1 avec plus d'enseignements méthodologiques, toujours des enseignements théoriques et beaucoup aussi, et de plus en plus d'enseignements pratiques. On ne peut pas intégrer le CELSA au niveau du Master 1. Soit on l'intègre pour la licence 3, soit on intègre plus tard avec un autre concours spécifique, un des Master 2. Ça, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Alors pourquoi choisir ce département marque ? En quoi les marques peuvent avoir un intérêt particulier dans la communication contemporaine ? Eh bien, je pense que vous êtes tous sensibles, même si les logiques fondées sur la rationalité peuvent primer sur certains types de comportements d'achat, sur des types de produits. Il y a des aspects symboliques dans la communication et les marques sont chargées doublement de cette fonction économique et symbolique et elles vont pouvoir finalement jouer un rôle de médiatrice entre des entreprises et des consommateurs. Et aujourd'hui, le rôle de la marque est tel pour la consommation contemporaine
qu'on a besoin de spécialistes des marques, alors qui vont après pouvoir se spécialiser sur les comportements des consommateurs, sur les médias qui vont être particulièrement intéressants pour toucher dans tel type de secteur ou tel autre. Il va y avoir des tas de spécificités, de spécialités qui vont pouvoir être déclinées. Mais la marque est un prisme d'entrée intéressant, puisqu'il y a ces aspects à la fois économiques et symboliques qui vont pouvoir y être noués. Et donc notre objectif, c'est de former des bons professionnels qui soient très ouverts sur le monde, aptes pour comprendre les dynamiques à l'œuvre, les dynamiques sociales, les dynamiques culturelles, les dynamiques économiques, sans lesquelles on va avoir du mal à cadrer son action. Donc nos enseignements sont fondés sur cette logique-là. Alors c'est d'autant plus important aujourd'hui que les marques, vous l'aurez sûrement constaté, se sont étendues. Avant, on parlait de marques pour des offres dans les commerces. Et aujourd'hui, la notion de marque a débordé de ce champ-là pour venir finalement intéresser d'autres secteurs. Il est question de marque dans les collectivités territoriales. Il est question de marque dans le champ de la culture, avec les musées, par exemple. Vous avez dû voir qu'il y a du branding de musées qui ont besoin de se rapprocher de leur public. Vous avez cela aussi dans le champ politique, dans le champ associatif. Des grandes associations humanitaires passent par ces logiques de branding qui sont enseignées dans le département. Donc, on a la possibilité de former pour des métiers, je le disais, très variés. Alors, quels sont les types de métiers? On va en reparler tout à l'heure avec nos deux témoins. On peut travailler en agence, déjà. En agence digitale, en agence plus généraliste, en agence de branding, qui est spécialisée sur tout ce qui est identité de marque, sur les noms de marque, sur les signes associés à la marque que l'on veut décliner sur les supports. On peut avoir aussi un certain nombre d'étudiants qui choisissent de travailler chez ceux qu'on appelle les annonceurs, c'est-à-dire les entreprises, et qui vont directement vouloir exercer des métiers de communication ou de chef de produit dans des grands groupes ou des PME. On a quelques étudiants qui rejoignent des instituts d'études et enfin quelques étudiants qui choisissent de monter leur propre activité. Donc voilà un peu le panorama global. Alors, qui fait ça chez nous? Qui enseigne? Comment se passent les cours? On est 4 enseignants-chercheurs dédiés au département marque. Donc c'est très peu pour l'ensemble des étudiants que l'on a, mais nous, en fait, notre rôle est surtout de piloter les masters. Nous enseignons aussi, bien sûr, mais en fait, nous faisons appel à des professionnels du secteur que l'on va choisir pour leurs compétences spécifiques. Donc, les formations sont finalement, le lieu d'échanges très très nombreux avec ce qu'on pourrait appeler, comme au César, les professionnels de la profession, et que l'on va chercher vraiment pour leurs compétences spécifiques. Nos programmes font appel à eux de manière stable. On a des relations qui se construisent dans la durée. Un des témoins, d'ailleurs, est intervenant aussi. Il pourra peut-être en parler un peu. Mais nous faisons quand même évoluer beaucoup nos programmes, chaque année, je dirais même. C'est-à-dire qu'on a besoin de vérifier en permanence la cohérence entre les programmes et les évolutions du secteur. Aujourd'hui, ne pas parler des évolutions de la data, ne pas parler de design thinking. Alors, je ne sais pas si ça inspire nombre de personnes dans cette salle, mais ce sont des considérations professionnelles émergentes auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, il y a des fondamentaux et les enseignants-chercheurs sont là d'ailleurs pour resituer les choses dans des perspectives longues. Il y a des enseignements qui peuvent susciter les vocations d'auteurs du 19e siècle, même dans le département marque. Et bien sûr, on ne va pas s'en priver,
puisqu'il y a des bases de réflexion sur la société, les liens entre la consommation et la culture, ou la consommation et l'évolution médiatique, qui ont été pensés dès le 19e siècle. Et pour ceux qui connaissent et apprécient, bien évidemment, on va faire référence à Weber, par exemple, ou à Veblen, des auteurs comme ça. Mais on a besoin aussi d'être au fait et vraiment calé sur les évolutions les plus récentes pour les comprendre avec des travaux de chercheurs. Et le fait que les enseignants qui pilotent les masters soient enseignants et chercheurs favorise finalement ce genre de lecture, et des professionnels experts de leur domaine. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que je vous donne la parole? Alors, après avoir quitté le CELSA, quand même, les formations ont lieu de septembre à mars pour les licences 3, à février pour les Master 1 et les Master 2, puisqu'après, tout le monde part en stage. Tout le monde part en stage, ou presque. On peut préférer partir, faire un semestre à l'étranger. Donc il y a des dispositifs qui sont prévus par l'école. On peut faire son stage en France ou à l'étranger. Là, il y en a qui partent en Birmanie, en Angleterre. C'est arrivé que ce soit au Mexique. Bon, ça peut être tout simplement à Paris ou dans une autre ville de province, ou sur des pays limitrophes comme la Suisse ou l'Espagne. On peut, entre le master 1 et le master 2, faire un semestre à l'ENSI, la grande école de design. On a un partenariat avec eux pour favoriser finalement des doubles diplômes. On peut décider de travailler sa fibre pour l'innovation et aller au centre Michel Serres, même après le master 2. On peut partir aussi en DU, une année, ou faire une année de césure entre le master 1 et le master 2. Mais le plus souvent, les étudiants partent en stage. Quand ils sont en apprentissage, on ne leur demande pas de faire un stage. À la fin quand ils sont en M2, il y a cette année possible en apprentissage. Quand ils sont en apprentissage, ils viennent à l'école une fois par semaine, le vendredi. Sinon, ils sont immergés dans des entreprises et des agences. Dans ce cas-là, ils sortent en septembre et ils amorcent leur vie professionnelle. Pour les autres, il est possible de remplacer son stage par un CDD ou un CDI. Ça se voit chaque année. Il y en a qui sont embauchés avant même d'avoir terminé, puisque nous n'avons pas, et c'est une grande chance pour nos étudiants, de problème d'employabilité, puisqu'au bout de 12 mois, tout le monde a un travail, sauf quelques reprises d'études ou problèmes spécifiques, mais c'est rare, et on est sur un taux d'environ 95%. Voilà. Donc, je vais laisser la parole aux témoins pour pas monopoliser tout ça, et on commence par Florent de Poisier, que je laisse se présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc Florent de Poisier. Donc j'ai beau être jeune, mais j'ai quand même été diplômé en 2007, donc ça commence à dater. Je vous laisse faire le calcul. Pour reprendre effectivement quelques éléments que Caroline vous a donnés, pour moi la plus grande force, c'est des écrans qui descendent et qui montent, mais c'est aussi ce bagage absolument conséquent que l'on a en ressortant du CELSA. C'est-à-dire que vous ressortez avec un double bagage. Le premier, c'est un énorme bagage sur la compréhension du monde, large. C'est-à-dire que vous sortez de l'école, vous intégrez une entreprise, ou vous montez votre boîte, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez une bonne compréhension du monde qui vous entoure, et une compréhension saine. C'est-à-dire que c'est pas, on ne vous vend surtout pas de la poudre aux yeux, on vous vend un rapport pragmatique, cohérent, philosophique, économique au monde qui vous entoure, social, sociétal, ce que vous voulez, mais en tout cas c'est ultra large. Et cette compréhension de ce monde qui vous entoure et les bases de la construction du monde qui vous entoure et des évolutions du monde qui vous entoure, vous ne l'aurez dans quasiment aucun enseignement à part celui-ci, puisque ce sont effectivement des enseignants-chercheurs qui vous font les grands cours théoriques en première année, et ensuite il y a un bagage effectivement assez conséquent par des professionnels qui vous est apporté, et cet enrichissement, il est d'une richesse absolue. C'est-à-dire que vous arrivez dans le monde de l'entreprise,
Et même si vous n'avez fait aucun stage auparavant, vous comprenez ce qui se passe. Vous n'êtes pas complètement paumé à vous demander qu'est-ce que je fais là. Vous comprenez ce qui se passe autour de vous. Et donc, vous avez déjà en fait une première étape qui a été franchie. Et ensuite, c'est que de l'enrichissement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il y a le deuxième point qui est l'employabilité. Donc l'employabilité, moi, je vous donne mon expérience. J'ai fait mon stage de Master 1 chez DDB, qui est une agence de pub. On m'a proposé de m'embaucher pendant mon stage en Master 1. Donc j'ai quand même demandé à faire mon Master 2 parce que je souhaitais arriver à cette dernière étape qui est pour moi capitale, qui est celle où on pousse encore un peu plus la connaissance du monde de l'entreprise et de la marque pour ce qui me concernait, pour ensuite arriver avec un bagage extrêmement fort. Quand vous avez la marque Celsa sur votre CV, vous êtes un privilégié, un vrai privilégié. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je dirige une agence qui s'appelle JWT, J. Walter Thompson, c'est le monsieur qui a inventé la publicité en 1870. Et ce monsieur-là, il n'a rien inventé d'autre que ce que l'on fait aujourd'hui. Il a juste décidé qu'il fallait mettre de belles images avec de jolis mots plutôt que d'avoir un simple article qui raconte l'expérience en magasin. On y revient avec l'éditorial aujourd'hui, c'est un autre sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez quand je vois un CV avec marqué Celsa dessus, je le reçois directement, comparé à d'autres écoles. Même, je privilégie souvent un Celsa à une école de commerce, parce que forcément, je connais l'enseignement du Celsa et la qualité de l'enseignement du Celsa. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est un point qui est redoutable, c'est les amis. Vous allez vous construire un cercle d'amitié absolument fort. Moi, je vous donne juste une anecdote. Je me suis assis le premier jour au Celsa à côté de 5 personnes. Ces 5 personnes, c'était les témoins de mon mariage. On est toujours amis aujourd'hui. Et ça n'a pas de prix. Voilà, donc en gros, force de l'enseignement, derrière l'employabilité, et puis ce qui est la vie, c'est-à-dire votre entourage. Et tout ça, je crois que c'est pas trop mal. On va me dire les noms des 5, parce que voir si je m'en souviens. On reste un peu curieux, parce que c'est vrai qu'on a la chance, je fais une petite digression, de bien connaître nos étudiants. C'est-à-dire que les promotions, je ne l'ai pas dit, mais en fait, on va en licence, on va accueillir environ 45 étudiants dans le département marque, qui vont ensuite se dispatcher dans les masters, qui vont être au maximum de 25 personnes. Donc on les connaît dans la durée, et on les connaît bien, on suit leur parcours, on valide leur stage. Et certains nous laissent de très bons souvenirs, d'autres un peu moins, mais en général, ils sont bons quand même. Judith Gano, je laisse la place. Bonjour à tous. Du coup, moi, je dois faire partir des bons souvenirs. Alors moi, je suis juste fraîchement diplômée. J'ai passé ma soutenance de mémoire en septembre. Donc, j'arrive avec l'expérience toute fraîche du CELSA. Et c'est vrai que le CELSA, ça fait nier à dire, mais c'est une famille, quoi. On rentre et on est dans un environnement où il y a une exigence qui fait qu'on est effectivement très bon en sortant. On est capable d'avoir une lecture qui est riche et qui est en profondeur de ce qui se passe, donc qui nous permettent de comprendre plein de choses, mais d'être opérationnel aussi très vite. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'expérience dans la pub et qu'on débarque ensuite, en fait, on apprend sur le tas très vite. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'enseignement au CELSA. C'est cette dualité entre l'enseignement académique, sciences humaines, qui nous font appréhender la communication sous plein d'aspects différents et qui font sens, surtout quand on a fait un parcours qui va être très pluridisciplinaire, quand on a fait une prépa, quand on a fait simplement des sciences humaines avant, tout prend sens parce qu'on utilise tout à nouveau. Et ça, c'était un truc que moi, qui me plaisait beaucoup dans la communication, c'était de dire, de m'être pas spécialisée avant, ça prend du sens aujourd'hui parce que je peux tout remobiliser et dans une manière intelligente. Du coup, on est opérationnel et en même temps, on évolue dans un milieu qui est bienveillant. Oui, tous les profs nous connaissent. Et on n'est pas beaucoup, on est une petite école, vous verrez les locaux, vous allez peut-être les détester à un moment donné, mais en même temps, vous allez vous sentir, oui, mais c'est à la maison, quoi. Donc vous trouverez des petits noms pour la cafette en bas, on appelle ça la grotte, pour son manque de lumière. Mais en même temps, c'est un endroit où, oui, on va manger tous les midis, on se retrouve, et c'est une belle expérience, quoi. Et donc on a les avantages de l'école, de l'université, de plein de choses différentes rassemblées dans une petite école. Donc ça, c'est chouette. Et c'est vrai que quand on sort, la marque Celsa, ça paye, quoi. Du coup, moi, j'ai pu faire des stages en L3. J'ai fait un stage chez Twitter.
j'ai fait un stage en Master 1 chez Pinterest. Et ensuite, j'ai totalement changé. Je n'avais pas faire Facebook ou Instagram. Je suis allée en agence de branding. Et en fait, c'est là où je me suis le plus éclatée et j'ai trouvé ma voie. Je suis allée chez Landor. Pour le coup, c'est le Walter Landor qui a inventé le branding dans les années 40. Donc voilà, on est bien représenté ici. Et j'ai adoré parce que, justement, pour cette pluridisciplinarité qu'on peut avoir, où on va travailler la marque de sa création, de trouver son nom, de trouver ce pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle défend, qu'est-ce qu'elle fait, à son identité visuelle. Donc on travaille avec des designers à ce moment-là. Donc on dit qu'on est une agence de design et de consulting pour les marques. On va les accompagner dans plein de choses différentes. Par exemple, on a des grands groupes qui ont plein de marques différentes, donc on va les aider à ranger un peu leur chambre. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, on va dire comment est-ce qu'on gère tout ce portefeuille de marques. On va conseiller sur la création de packaging, donc sur les couleurs. On va avoir plein de... C'est-à-dire que j'ai des compétences que j'ai développées en arrivant là-bas qui sont très variées et qui me permettent de faire plein de choses et de travailler à plein de différents niveaux. Et c'est du coup hyper riche. C'est à la fois mon enseignement a été très riche et tout ce que je fais maintenant, finalement, je pourrais arriver n'importe où et j'ai les clés en main pour faire plein de trucs différents. Donc, je ne sais pas où je serai demain, mais je suis sûre que ce sera chouette, quoi. Voilà. En fait, pour résumer, peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez faire de la communication, travailler en rapport avec les marques. En fait, ce que vous apprenez ici, c'est du bon sens. C'est ça, en fait, le truc le plus important. C'est-à-dire que demain, si vous voulez arrêter la communication et vous voulez faire un élevage de chèvres et que votre élevage de chèvres fonctionne quand même, il y aura un truc. Si, quand même, l'élevage de chèvres, à un moment, on a tous rêvé. Mais, même quand vous élevez des chèvres, vous avez besoin de bon sens. Et l'esprit... Je dirais on donne une place importante au bon sens, c'est clair. On veut des esprits bien formés, avec des capacités d'analyse et de synthèse, c'est évident. Je vais revenir d'ailleurs sur vos propos par rapport à ça, sur un point. Et on développe aussi beaucoup l'esprit critique. C'est-à-dire, toutes les professions sécrètent leurs propres idéologies. On vous les fait toucher du doigt parfois, pas pour vous en dégoûter, mais pour que vous en ayez conscience et que vous soyez créatif par rapport à ça. Et libre aussi, parce qu'on forme aussi des jeunes professionnels qui agissent sur le monde. Et ça, c'est important, vraiment, d'avoir conscience de l'impact de ce que l'on fait. Alors, je voulais revenir sur un point. Tout ça, quand même, ça a l'air facile quand on les écoute, parce que bon, ça se passe bien, et tant mieux, et c'est la norme, et c'est ce qui est recherché, mais tout ça a un prix, c'est l'investissement. On est sur le plan académique d'une grande exigence. Le concours n'est pas facile, vous le savez, mais les études ne sont pas, c'est pas du tout une souffrance, je crois pas. Je crois qu'on vient le matin avec plaisir. En revanche, il y a des exigences sur lesquelles vraiment on ne cède pas. On demande un investissement très fort. Il y a un principe d'assiduité, par exemple. On veut des gens à l'heure. On fait respecter le plus possible le règlement intérieur. On veut des gens assidus. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un comportement professionnel qu'il va falloir avoir, autant l'acquérir vite. Et le deuxième point, c'est qu'on ne veut pas que des enseignements soient manqués, parce que la formation ne serait pas complète. En plus, ça sera un manque de respect vis-à-vis des formateurs. Et puis, le troisième point, nous sommes dans une école finalement publique. Et donc, le coût d'un étudiant... qui va payer quelques droits d'inscription, mais très peu par rapport au coût de sa formation, fait que l'on est très conscient de ça, nous, dans l'école, et qu'on ne veut pas qu'il y ait un abus de biens publics. Et que si on a bénéficié, grâce à ses mérites, de l'accès à la licence, Master 2, quel que soit, on se doit, au minimum, d'être présent pour les cours. Bon, c'est un petit couplet, ça fait un peu, vous voyez... un peu voilà, mais c'est important de le dire parce que ça a des retentissements sur la vie quotidienne. On est dans une école, alors il y a le bon esprit dont vous avez bénéficié, c'est-à-dire ce côté famille, ce côté proximité, la contrepartie. Et je le dis pour ceux qui viennent dans la salle, qui viennent ni de prépa, ni de DUT ou de BTS, mais qui viendraient
d'université, ils sont très très bienvenus, mais c'est pas du tout la logique de rattraper les cours avec les polycopiés du camarade, etc. C'est important. Pour pas se sentir piégé après, parce que on peut ne pas se sentir bien dans ce système, et donc il vaut mieux le connaître. Est-ce qu'on a... Je voulais revenir sur autre chose ou pas? Non. Juste un petit truc pour préciser, c'est qu'on ne sort pas du CELSA en sachant tout faire, mais on sort en sachant tout apprendre et en pouvant tout faire derrière. C'est beau. On dirait des communicants, c'est dingue. Bon, est-ce que vous avez des questions? On va vous laisser un peu la parole maintenant. Oui. Bah bien sûr, c'est votre vie, ça. Et là, ça ne nous regarde plus. Grâce au CELSA. Ah oui. Alors voilà, c'est ça. Il faut bien mettre dans les CV quand on sort du CELSA qu'on est CELSA Sorbonne Université. Le mot Sorbonne est un passeport mondial. C'est extraordinaire, je dirais, de pouvoir, voilà, c'est connu dans un très très grand nombre de pays avec l'idée d'un prestige dont on bénéficie. Le réseau des anciens est puissant. On a un réseau d'alumni qui fait beaucoup de choses. Il faut cotiser. Moyennant ça, on assiste à des conférences, des rencontres, etc. Il y a cette force du réseau qui est très grande, qui est un réseau qui se déploie dans l'ensemble des pays, mais qui est particulièrement fort en France. Ça serait vous mentir de vous dire que vous allez avoir un accueil tapis rouge aux États-Unis. C'est pas vraiment le cas, mais vous pouvez avoir des rapprochements grâce à votre étiquette CELSA et cette référence de la Sorbonne. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce qui est évident, c'est qu'en tout cas l'anglais, c'est même pas une question. Si vous souhaitez, en tout cas demain, intégrer une entreprise forte, à la fois en France, mais aussi avec des fortes vocations internationales, on vous conseille plus que fortement d'avoir un niveau d'anglais plus. Sinon, vous allez être capé très très rapidement. Quelqu'un qui ne parle pas anglais, je ne l'embauche pas. Tout simplement parce que demain, je ne peux pas le mettre sur un client qui potentiellement va me demander un contact en anglais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais oui, derrière, vous pouvez aller travailler au Canada si vous le souhaitez. Alors ici, vous savez que le concours de licence évalue finalement le niveau d'anglais à l'oral. En master 2, non. On a des enseignements en anglais poussés qui portent sur la communication. Il n'y a pas John et Betty sur leur vélo. Et quelques cours aussi où les supports des intervenants sont en anglais, plus il y a un examen qui se fait entièrement en anglais, en dehors des enseignements en anglais. Donc il y a un laboratoire de langue, alors qui est assez fascinant parce que l'anglais y est privilégié, c'est-à-dire qu'il y a un interlocuteur qui peut faire travailler les étudiants plusieurs jours par semaine, en plus des cours, y compris... alors voilà. Mais il n'y a pas que l'anglais. On peut aussi se former à l'espagnol, au basque, au russe, à l'arabe, au chinois. Enfin, voilà. Il y a un gros laboratoire de langue avec des enseignants. Alors, vous n'avez pas quelqu'un qui pour vous enseigner le chinois tous les jours, hein. Mais il y a des possibilités de cours d'italien et de travail avec un laboratoire de langue. C'est important. Alors, c'est vrai que ça va être une première pour les étudiants qui veulent postuler. Pour nous, on a supprimé la dissertation, le dossier, etc., pour entrer en M2 en demandant un dossier qui permet d'avoir des éléments de curriculum vitae, enfin de parcours académique notamment, mais pas seulement, qui permet de voir la motivation, et on vous demande de présenter une réalisation. Pour le réussir, je dirais réfléchir à ce que l'on a envie de dire de soi. Parce que ce dossier, c'est aussi ce qui va rester pour l'oral. Et vous allez pouvoir être interrogé à l'oral à partir des éléments de ce dossier ou d'autres éléments, on ne sait pas,
il doit être le plus représentatif de votre personne. Il doit être fait avec soin, être relu. La chasse à la coquille me paraît indispensable, hein, ça a l'air d'être un détail, mais on ne peut pas, nous, sortir des communicants de l'école sans qu'ils maîtrisent la langue française. C'est vraiment, si vous avez des problèmes, vous avez un problème par exemple avec des accords, toujours les mêmes, travaillez vos accords, quoi. Ça vous sert ici comme ailleurs. Donc je dirais ça, essayez de faire quelque chose qui soit représentatif de ce que vous êtes et de ce que vous voulez signifier pour votre évolution. Voilà. Il faut le faire soi-même, ça c'est sûr, et prendre le temps, hein, prendre le temps. Alors oui, merci de la question, puisqu'on a oublié de parler d'un morceau de choix. On ne sort pas du M2 sans avoir fait un mémoire. Et c'est un mémoire de recherche, c'est une recherche appliquée, donc on forme à la méthodologie de la recherche. Et ça suppose de choisir un thème, d'observer des phénomènes de communication liés au commerce et à la communication marchande, et aux marques bien sûr, et à partir de là, de faire une veille et de déployer des méthodes d'analyse, d'aller les relier à des théorisations qui ont été vues en cours ou dans d'autres ouvrages, et de produire un document d'environ 80 pages qui va être soutenu ensuite à l'oral, et ça marque à la fois la réussite au diplôme de l'école et la sortie de l'école, puisque à partir du moment où on a soutenu, n'est-ce pas Judith, en septembre, ou Florent qui avait fait je me souviens d'un master 1 sur le vin, hein, d'un mémoire sur le vin, les étiquettes. Non, mais en tout cas, ça m'a marqué et il a eu le droit de revenir. Et Judith, peut-être que tu veux témoigner un petit peu de... Moi, j'ai fait un mémoire sur la tendance au ralentissement, la tendance du slow. Pas la danse, mais la vraie tendance. C'est une question qu'on m'a posée quand j'ai expliqué mon sujet, c'est pour ça. Je l'ai étudié par rapport à un magazine, en fait. Donc, c'est la ligne éditoriale. Et du coup, j'ai étudié tout ça et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, j'ai beaucoup fait de la sémio dessus. Il y en a qui font aussi de l'ethno pour leur mémoire, selon le sujet. Donc, c'est aussi un module où on apprend à observer des phénomènes dans la vie réelle. Et après, c'est un peu libre à soi de former sa méthodologie, d'utiliser de mobiliser finalement tout ce qu'on a appris et de le mettre en forme. Et c'était un très chouette exercice. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et pour finir sur votre question, de toute façon, un bon communicant, il faut qu'il ait les yeux ouverts sur le monde. Sinon, ça va lui poser des problèmes. Nous, ça fait partie de nos critères. Enfin, c'est pas un secret du recrutement si je vous dis que quelqu'un de pas curieux a peu de chances d'intégrer le Selsaï. Ça fait partie des critères évidemment importants. Et curiosité qui peut se déployer dans tous les aspects, c'est-à-dire le goût des livres, mais aussi des séries, la manière dont les produits sont agencés dans les supermarchés. C'est un goût pour l'observation des petits phénomènes ou des grands. Voilà. Oui. Ah non, on n'a pas de quota. Non, alors on ne pourrait pas. Enfin, on pourrait, mais ça serait compliqué. En fait, on a soit les étudiants de DUT passent le concours, soit ils passent par leur IUT en information communication et les dossiers nous arrivent. Il y a une filière spécifique DUT. Les dossiers sont étudiés et on décide d'en recevoir un certain nombre à l'oral. Ça va dépendre de la qualité que l'on pressent par rapport à ces dossiers. Et à l'oral, ils vont être auditionnés, mais on n'attend pas un quota, justement. À partir du moment où vous allez à l'oral, ce que vous avez fait avant nous importe peu. Voilà. Et on ne sait pas à l'avance quelles vont être les statistiques de la promotion qui va intégrer la licence 3. Est-ce qu'il y aura plus de licence d'anglais, enfin de L2 d'anglais, de DUT, de BTS, même c'est rare, mais ça peut arriver, de prépa, il y en a en nombre, mais tout est possible. Voilà. Moi, je sors d'un DUT
IUT Infocom. C'est un conseil que tu avais déjà donné par le passé. La formation IUT, en fait, elle est assez technique. C'est d'ailleurs le propos. Pour bien préparer le concours, conseil, lisez bien la biblio. D'accord ? Lisez pas toute la biblio, c'est quasiment impossible. Il y a trop de bouquins, trop de pages. Mais choisissez en tout cas les bons sujets. Il y a quelques ouvrages maîtres à maîtriser. Lisez les fondamentaux, en tout cas, parce qu'on n'a pas forcément le bon bagage en sortant d'un DUT. Par contre, une bonne lecture et une bonne préparation du concours à justement ces grandes notions théoriques permet d'aborder le concours de façon sereine. Voilà. Et à l'inverse, si vous sortez de prépa, renseignez-vous sur le monde professionnel tel qu'il va et regardez stratégie, par exemple. C'est arrivé, c'est pas la majorité, mais c'est arrivé. On a eu aussi dans d'autres genres, c'est arrivé prépa scientifique. Les parents avaient obligé, et en fait, l'étudiant ne voulait pas. Du droit, il y a des vocations contrariées parfois. Souvent, c'est celle des parents, hein, mais bon. Voilà, tout est. Il y en a qui arrivent de l'étranger. Alors c'est plus difficile parce qu'on n'a pas de voie spécifique pour les gens qui sont pas, qui sont d'origine étrangère et dont le français n'est pas la langue latine. Ils passent le même concours, donc il y en a peu qui arrivent de l'étranger, mais ça peut arriver. Ou des Français qui ont fait leur début d'études à l'étranger l'an dernier. Il y avait une jeune fille qui arrivait d'un cursus en Angleterre. Le taux de sélection, si on le raisonne comme ça, est fort, c'est clair, mais comme disait un slogan ancien, tous les gagnants ont tenté leur chance. C'était une campagne du loto. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus, parce qu'il y a eu parfois au concours des copies qui ne devraient pas être là, ou d'autres... on pensait pas, et puis en fait la personne se censurait elle-même en fait. Je crois que je lisais l'autre jour Thomas Pesquet qui s'était exprimé, je sais plus dans quel média, en disant souvent l'échec vient du fait qu'on n'ose pas. Je pense que c'est plutôt ça. Enfin, pardon hein, si je réponds pas exactement à votre question. Il y a un élément qui est clair, c'est quand vous allez débarquer dans la salle d'examen. Alors c'est toujours Arcueil. Ouais. Ça peut faire peur. Ne vous posez même pas la question de. Il faut rester focalisé sur sa copie, il faut se concentrer sur soi et basta quoi. Oui, il y a du monde, mais comme dans n'importe quel examen et comme dans la vie, il y aura plein de candidats pour certaines places. Donc la question, c'est pas le monde qu'il y a, c'est sa capacité à produire ce que l'on a envie d'être et ce que l'on veut faire. En fait, on a créé cette passerelle parce qu'on a constaté que les étudiants venant de filières, je dirais, plus professionnalisantes, étaient un peu, parfois, dans une inhibition par rapport à la dissertation. Qu'il y avait une peur, ils étaient beaucoup moins entraînés que les étudiants des prépas littéraires qui viennent abondamment chez nous, et que ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas un très bon potentiel pour être de très bons communicants. Donc on a voulu, quelque part, corriger un peu la pondération de nos promotions qui faisait qu'on avait essentiellement des étudiants issus de classes préparatoires, même s'il y a toujours eu des étudiants venant d'autres filières. Donc c'était une manière d'ouvrir les portes à ce genre de candidature. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est moins préparé à la disserte en IUT. Enfin, c'est évident, quoi. C'est pas du tout le même type d'enseignement. Sachant que dans les IUT, on a d'excellents élèves. Et je pense que la sélection que vous évoquiez tout à l'heure, elle est très forte dans les IUT. Enfin, j'ai vu des chiffres, c'est très impressionnant. Chez nous, ce n'est pas pire. Ah, bah là, pareil, enfin, il y a une commission qui se réunit et qui examine les notes obtenues dans les différentes prépas. Et à partir de là, on décide de recevoir à l'oral un certain nombre d'étudiants. Donc là, il y a une filière belle, comme il y a une filière DUT. Et ça permet aux étudiants, parce qu'ils ont un niveau, là, pour le coup, de dissertation dont on est sûr, puisqu'ils ont eu des notes suffisantes pour la belle, et à partir de là, on les reçoit à l'oral. Ça varie chaque année. Oui, on décide en commission du curseur. Moi, pour le coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une prépa littéraire et j'ai décidé de passer les concours écrits, pour le coup.
Parce que justement, après, chacun sa manière de faire. C'est vrai que ça fait passer beaucoup de concours quand on fait l'ENS et le CELSA, mais c'est pas au même moment. Et moi, je préférais faire ça pour être sûre de mettre toutes mes chances entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas sur quoi c'est noté exactement. Et du coup, j'ai préféré faire les concours, que j'ai passé d'ailleurs 2 fois, parce que je l'ai raté la première fois. Je suis allée jusqu'à l'oral les 2 fois, et la deuxième fois, ça a marché. Pas la première fois. Donc d'ailleurs, si ça rate première fois, ne désespérez pas. La deuxième fois, ça passe. Mais oui, après, c'est un choix, mais le faire les concours écrits, faut pas que ça fasse peur non plus, quoi. C'est en plus. Alors, c'est pas un boulevard, hein. Ça serait vous mentir. C'est un joli chemin qui sent bon la noisette, mais il faut arriver au bout. Alors, en fait, les étudiants qui sont intéressés, après leur Master 1, postulent pour intégrer un semestre à l'ENSI. Ils ne sont pas systématiquement pris. Il faut qu'ils produisent un dossier de réalisation en lien, alors, pour que l'ENSI puisse évaluer leur potentiel par rapport à leurs propres critères. Donc là, il va y avoir, ça peut être des photos, enfin, il y a toujours une transcription vidéo ou photographique d'un travail créatif. S'ils sont admis, là, cette année, on en a 3 qui partent dans toute l'école, hein, 3 qui vont intégrer le semestre à l'ENSI. Ils font leur semestre et ils reviennent ensuite en M2 au CELSA. D'accord ? À l'issue de leur M2 au CELSA, ils peuvent postuler à l'ENSI pour suivre, finir leur parcours et obtenir le diplôme de l'école de design. En revanche, c'est plus qu'un an. C'est plus qu'un an. Il y a une étudiante qui l'a fait, Marion Seignant, et elle a mis... Tu la connais, non ? Et elle a mis un an, au moins 1 an et demi pour avoir finalement le 2e diplôme de l'ENSI. C'est pas facile. À l'inverse, on a ce partenariat, on a des étudiants de l'ENSI en cours de formation qui, après oral et sélection, hein, comme tout le monde, intègrent le Master 2 Branding et s'ils ont le diplôme à l'issue du M2, ils repartent finir leur diplôme à l'ENSI. Ça marche dans les 2 sens. Voilà. Donc c'est pas facile. Pour l'instant, on a eu une diplômée qui a fait les 2 écoles, simplement. Alors, il n'y a plus de concours. Il y a un système d'examen qui est fondé sur la validation des connaissances et des méthodes, etc. Donc, c'est des examens qui sont soit des devoirs sur table, soit des exercices en groupe. Il y a beaucoup d'études de cas qui sont des vrais cas apportés par nos intervenants et qui sont menées avec souvent un petit dossier écrit plus un oral. Les notes se compensent entre elles au sein des différentes unités d'enseignement. Je pense que si on est malade, s'il y a un problème, si on a une mauvaise note, on organise un rattrapage. Je pense qu'il faut le faire pour ne pas arriver à passer en M1, sincèrement. Mais je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais il faut quand même chercher. Ce n'est pas le but. Oui. Ce sont des partiels, mais on les amorce, si on peut, dès novembre, au fil de l'eau. Il y en a déjà en décembre, et le gros des examens a lieu en janvier. Mais il n'y a pas on n'attend pas d'avoir fini les cours pour faire une semaine de partiel. Accepter d'être évalué en très peu de temps. Ça, c'est la première exigence. C'est pas facile parce que vous avez envie d'être prolixe sur qui vous êtes et de nous convaincre. Parfois, certains ont la mauvaise idée de même préparer un speech. Et au bout de 5 secondes, on sent le speech et on leur dit stop. Et on recommence tout. Alors, nos exigences à nous, ça va être d'avoir des étudiants qui acceptent d'être interrogés sur tous les points possibles dans leur CV ou dans l'air du temps. Il est possible qu'on ait vu quelque chose dans le métro qui nous a interpellés et qui suscite une question. Bon, en général, on commence quand même par vous poser des questions sur votre parcours, ce que vous avez indiqué. Hein. Voilà. Et ce que l'on cherche à évaluer, c'est la capacité au dialogue de la personne, son écoute des questions, les éléments de réponse qu'elle nous donne, sa manière de réfléchir, sa manière de raconter. Donc les capacités orales, la réflexion, la cohérence par rapport
à ce que l'on perçoit. Tout est, voilà. On ne peut pas tellement inventer un discours avant d'être à l'oral. Donc ça peut vous, en même temps, vous relaxer, se dire la préparation, elle ne va pas se jouer sur formellement l'oral. Vous n'êtes pas obligé de prendre en otage toute votre famille pour faire passer des oraux, quoi. En revanche, vous pouvez être stressé. Alors ça, juste un petit mot. On voit des étudiantes, notamment, elles deviennent toutes rouges avec des plaques, d'autres qui se mettent à bafouiller, étudiants, étudiantes, qui ont chaud, qui sont mal, qui ont les jointures blanches. Bon, vous êtes stressé, c'est pas honteux. On a l'habitude. Si jamais vous êtes stressé, ne vous rajoutez pas du stress en vous disant c'est affreux, je suis stressé. Ben oui, on sait bien qu'il y a de la pression. Vous en avez beaucoup plus que nous dans ces situations-là. En plus, on est plusieurs, vous êtes tout seul. C'est horrible. Bon, ben voilà, vous êtes stressé, acceptez votre stress, ça ira déjà mieux, quoi. C'est un petit conseil parce que vous êtes venu à la journée porte ouverte. Les autres, ils ne le savent pas. Un autre petit conseil, c'est d'être honnête. En fait, c'est bête, mais si vous arrivez à montrer aussi une capacité à finalement... Bon, je ne vais pas le dire, le gros mot, c'est être méta. Mais c'est d'arriver à avoir un peu de recul par rapport à soi-même, par rapport à son parcours, et de pouvoir le commenter aussi, finalement, presque d'un œil un peu extérieur, d'avoir ce recul sur soi-même qui fait qu'on est finalement assez honnête sur ses intentions, sur qui on est, sur pourquoi est-ce qu'on est là, et du coup, d'être vous-même, en fait. Et ça fait une vraie différence parce que ça se sent beaucoup quand on parle. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis rentrée dans une filière et j'ai été diplômée d'une autre. Pour le coup, c'est pas commun et c'est pas ce qu'on conseille en général. Mais mon parcours a fait que finalement, je me suis rendu compte que j'avais envie d'une autre voie. Mais en sortant de prépa, j'avais passé 2 ans de prépa, j'étais un bébé, quoi. J'avais passé énormément de temps à apprendre beaucoup de choses, beaucoup de théories, et j'étais très bonne en dissertation. C'était pas la question, mais il me manquait, je pense, cette maturité de savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire. Et je pense que c'est ça, finalement, qui a fait la différence. C'était que du coup, la 2e année où j'ai fait 1 an de bi-licence à la Sorbonne, donc j'ai repassé tous les concours. De toute façon, j'avais pas le droit à la filière de ce cours encore. J'ai fait d'autres choses de ma vie, en fait. J'ai essayé d'expérimenter aussi d'autres choses pour apprendre un peu plus sur la communication, du coup sur le versant professionnel. J'avais créé un blog de cuisine entre-temps et c'est là que j'ai commencé à expérimenter des trucs et à essayer de faire un stage, en fait, à essayer du coup de découvrir et de me savoir qui j'étais moi-même. Ça a fait une grosse différence la 2e fois, du coup. Donc, des conseils, c'est ça, c'est qui êtes-vous? Voilà. Ouais. C'est des gens ouverts d'esprit. En gros, ce qui est recherché, c'est des gens ouverts d'esprit, curieux. Enfin, on va le rabâcher, mais c'est la clé. C'est ouverture d'esprit, curieux, envie de découvrir et... Pardon ? Aimant lire, me dit-on dans l'oreille gauche. Non, c'est important en tout cas, cet aspect de curiosité et de franchise. En fait, c'est ce qui crée des bases saines dans la vie, au-delà des aspects purement universitaires. Et donc, vous allez trouver, en tout cas, vous trouverez ensuite derrière un corps d'étudiants sain. C'est-à-dire, on ne pousse pas à la performance délirante ou je ne sais quoi, c'est surtout des bases saines et solides pour la suite. C'est ce qui est la vertu d'un enseignement serein. Et quelques cas, je n'ai pas cité certains qui ne vont pas en M2 du département Marc, qui choisissent d'aller en M2 recherche. Et là, ils s'engagent. Alors, il y en a, j'y pense parce que tu as connu Agathe Nicolas ? Non. Il y a une soutenance de thèse lundi, par exemple, par une ancienne étudiante du département qui a choisi la voie de la recherche et qui va soutenir sa thèse sur la galaxie industrielle autour de Harry Potter. Voilà. Ouais, entre 14h et 18h. Voilà. Non, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup... voilà, c'est important, c'est des années majeures pour dessiner qui on a envie de devenir professionnellement et... on essaie d'accompagner ça au mieux, en tout cas. Voilà. Oui, une dernière question, parce que je pense qu'après, on va se faire voler la salle. Oui. Ah bon? Alors, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, allez voir sur le site. Ça, c'est une recommandation. Normalement, il y a beaucoup de choses sur le site. Et vous trouvez la procédure. Qu'est-ce qu'on attend? Enfin, vraiment, tout est expliqué, le nombre de pages, etc. Vous avez quand même... n'écoutez pas, on n'a jamais parlé de... Comment on peut exiger ça? Ce serait stupide.
Bon, on espère avoir répondu à vos questions. Les étudiants en cours sont dans la salle 111 pour vous accueillir si vous voulez passer à des questions plus individuelles. Merci de votre venue.